bonjour à tous, merci de votre présence très nombreuse ce matin. Donc vous voyez, on a un peu poussé les murs. En tout cas, vous êtes assez confortablement installés. On va faire en sorte qu'on va prendre au milieu. Donc je suis Nathalie Job, directrice associée de Analysis. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les résultats principaux de la dernière étude qu'on a faite sur les attentes au travail des musiciens. Et on va en discuter grâce à la présence d'un panel d'experts qui est là. Je crois que par contre, une des pratiques de Business Research ne pourra pas nous rejoindre parce qu'ils ont été convoqués par les juniors dans le ministère. Vous savez, il y a eu des changements dans les consultations prébudgétaires qui devaient avoir lieu la semaine dernière. Voilà. Il a une belle excuse en fait. Donc nous allons discuter de ces résultats, mais avant de commencer, on va parler vraiment en quelques mots de Analysis, qui fête ses 30 ans. Donc 30 ans, c'est plus que l'âge des deux principaux artisans de cette étude, qui sont ici, Safia et Timothée, qui ont travaillé sur l'étude qualitative et quantitative, entourés de deux seniors, on va dire. Donc c'est 30 ans de présence à Maurice, presque autant d'interventions dans la région. C'est aussi 20 ans d'affiliation à Kantar, qui est le réseau international d'études et de conseils, on peut dire, le plus important dans le monde. Donc ça fait 20 ans. C'est aussi presque 20 ans de création d'IM, Analysis Institute of Management, et qui va bientôt ouvrir la 20e promotion du MBA. Et ici, il y a des gens de la première promotion. Je vous ai repérés. Et d'autres promotions, évidemment. On voit qu'en 30 ans, le programme a été bien rempli. Donc, qu'est-ce qu'on fait Analysis? Analysis, c'est avant tout une volonté d'aider nos clients et nos partenaires à construire des avenirs et des futurs et des projets qui soient durables dans le temps, durables évidemment, j'espère le plus écologiquement aujourd'hui, mais qui durent et qui s'insèrent dans la société. Et ça grâce à une équipe locale, régionale, mais aussi internationale, bien soudée et multidisciplinaire. Pour arriver à cela, on a toujours privilégié une approche qui est centrée sur l'humain et à laquelle s'ajoute une expertise qui est offerte grâce à notre affiliation à Kantar, qui tous les jours invente une nouvelle vision des nouveaux outils. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, donc tout ça, ça devient nos outils. Mais cependant, notre travail, ça reste d'être centré sur l'humain, les gens. C'est ça le principal. Analysis, c'est pas seulement des études, c'est aussi depuis plusieurs années, plus de 15 ans, une démarche en fait qui se veut d'accompagnement des entreprises et de leurs projets, mais toujours basée sur des faits, des études, du décryptage. Donc c'est vraiment le cœur de notre activité, de décrypter, désigner, designer, décider, aider les entreprises à décider sur leurs projets, sur leur stratégie interne, leur stratégie externe, et également les accompagner à développer leurs projets en les accompagnant sur différentes pistes. Plus clairement, quelles sont les grandes solutions concrètes que l'on aide à mettre en place pour décider et agir? Donc évidemment, on a 4 grands pôles d'activité, d'intervention. Le premier, ça reste l'histoire en fait de Analysis, Kantar. C'est la marque et l'expérience client, tout ce qui va être de l'étude à la stratégie de communication, de marketing, de mise en place de projets. Le deuxième, sur lequel on travaille depuis aussi très longtemps, c'est l'expérience et l'engagement collaborateur, tout ce qui va être études internes, externes, études collaborateurs, mais aussi réflexion sur aujourd'hui le mot à la mode, EVP, sur votre organisation, votre modèle managérial, votre organisation et tout ça pour voir si on s'adapter pour être en phase avec la société qui nous entoure, parce qu'une société n'existe pas en isolation, une entreprise, elle existe dans un contexte. Évidemment, il y a tout le domaine de l'innovation et du développement, donc c'est un travail sur lequel on intervient évidemment beaucoup, heureusement, c'est ça l'avenir et les nouveaux projets.
Et le développement, quand on parle développement local, mais aussi beaucoup de développement international. On a eu la chance ces dernières années d'accompagner de nombreuses entreprises, grandes entreprises mauriciennes, et sur leur développement à l'international, que ce soit au Kenya, dans les Émirats, sur différentes destinations. Et cela grâce notamment aussi à l'appui de notre réseau international qui est présent dans toutes ces destinations avec une vraie intelligence de marché. Et puis le dernier, qui finalement se retrouve un peu partout, c'est aussi tout le travail autour de l'alignement stratégique par rapport à l'évolution de la société, des besoins, comment on s'arrête, comment on réfléchit, comment on prévoit, comment on s'adapte pour que tout se passe dans ce bien et qu'on puisse évidemment façonner des avenirs durables. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire pour terminer? Rien. Maintenant, je vous laisse, je crois que j'en ai assez dit, je vous laisse découvrir avec Virginie Wiener, directrice de la stratégie, les résultats de cette étude. Merci. Merci Nathalie. Je voulais peut-être dire merci à tous nos clients. Donc, bonjour à tous, ravi d'être là aujourd'hui pour vous présenter les résultats. Imaginez ceux qui nous connaissent un petit peu, qui nous suivent, ça a été un gros travail jusqu'à la dernière minute, jusqu'aux dernières heures, je veux dire, avant cette présentation. Mais bon, on est fiers aujourd'hui de vous présenter ces chiffres, donc un travail qui a été mené effectivement par l'équipe au sens large. Là, vous avez les principaux, mais vous avez vu l'équipe de l'analyse standard, c'est 30 personnes, donc tout le monde a une carte à jouer, parce que vous imaginez bien que les enquêtes, ça ne se fait pas tout seul. Donc on va parler justement de la méthodologie de cette étude, qui a été à la fois qualitative et quantitative. Donc au niveau qualitatif, c'est 15 entretiens semi-directifs. C'est mieux? Donc c'est 15 entretiens semi-directifs qui ont été menés avec des employés des différents secteurs, que ce soit corporate, privé, des indépendants également, âgés de 20 à 55 ans. Et au niveau quantitatif, donc c'est une étude sur les employés mauriciens âgés de 22 à 45 ans, et c'est pas moins de 780 employés qui ont été sondés jusqu'au mois d'avril. Donc c'est ce que je vous disais, c'est extrêmement récent. Et puis, c'était pour nous, vous savez que le Market Intelligence, on a des grands projets chaque année, on se pose des questions, c'est le cœur de notre métier, la recherche, de comprendre la société, de comprendre les comportements. Tout le monde parle de la transition vers le travail, de la collaboration intergénérationnelle, et on voulait pour une fois mettre des chiffres dessus. Donc, sans plus tarder, on démarre. Pour ceux qui nous suivent, on va reparler un peu du contexte mauricien du marché du travail. Sans surprise, je l'ai peut-être dit 120 fois ces 5 dernières années, la population est en train de régresser. Vous savez que depuis 2005, le foyer mauricien a pris la décision d'avoir moins d'enfants. On a un taux de fertilité aujourd'hui qui est de 1,4. Un choix familial pour avoir une meilleure qualité de vie et investir aussi pleinement sur cet enfant pour lui offrir de belles opportunités. Aujourd'hui, la société commence clairement à en payer les conséquences, puisque depuis 2020, vous le voyez ici, on a une population qui régresse et on devrait atteindre 950 000 personnes d'ici 2050. Donc bien sûr, un effet important sur notre pyramide démographique. On voit bien que le groupe qui grossit le plus proportionnellement aujourd'hui, c'est les plus de 60 ans. Donc la force de travail s'amenuise, et d'autant plus qu'elle ne reste pas toujours. Là, on est dans le cas idéal où elle resterait à Maurice. Donc faisons un petit point sur la population mauricienne au travail. Aujourd'hui, parmi la population en âge de travailler, c'est-à-dire plus de 16 ans, c'est 52% de la population mauricienne qui travaille. Parmi ces 52%, on trouve 62% d'hommes et 38% de femmes. Donc, effectivement, un sujet déjà là, parmi nos collaborations avec certaines institutions locales, on a eu à travailler sur comment motiver les femmes à
repartir au travail dans les entreprises, hein, parce qu'effectivement, c'est une force de travail importante et c'est déjà un premier questionnement. Ensuite, comment on travaille? Eh bien, 81% de la population au travail est salariée, donc la grande majorité, on connaît cette culture entrepreneuriale à Maurice, mais finalement, c'est que 18% qui est self-employed. Parmi ces salariés, on va retrouver 41% de femmes, et parmi les self-employed, 78% sont des hommes, donc 8, effectivement, parmi les entrepreneurs, 8 sur 10 sont des hommes. Donc, que peut-on dire de cette transition du marché du travail? Donc, ce qu'on a pu voir aussi également dans les entretiens qualitatifs, c'est qu'effectivement, le marché du travail, il évolue, il est dynamique. On a une ouverture avec des grandes entreprises internationales, notamment offshore, qui viennent s'installer. Et puis, vous l'avez remarqué, enfin, vous en faites aussi partie pour certains, les entreprises locales n'ont cesse de se développer, de s'externaliser sur la côte est africaine, dans l'océan Indien. Et je ne parle pas que des grands groupes, mais également des PME. Enfin, l'entrepreneuriat aujourd'hui est très dynamisé, j'ai envie de dire, non seulement par les gens qui ont besoin aussi de nouveaux clients, mais par tous les programmes qui vont soutenir les startups, je pense à la turbine, la trampoline, enfin autant d'incitations. Et qu'est-ce que ce marché en transition donne? De différentes opportunités, des emplois diversifiés, des façons de travailler différentes et des environnements aussi de travail très différents avec une certaine flexibilité selon les emplois. Donc les défis majeurs qui se posent avec cette nouvelle transition du monde du travail à Maurice, et bien sûr ça n'a échappé à personne, l'arrivée des travailleurs étrangers, certains secteurs où, bizarrement, entre guillemets, on note une saturation, par exemple la comptabilité, dans certaines spécialités aussi de médecine. Quelque chose qu'on retrouve globalement, mais qui est particulièrement vrai et ressenti à Maurice, c'est le favoritisme, hein, le manque de méritocratie parfois, et qui va être un frein important pour la jeune génération. Et enfin, le brain drain. On y voit ici plusieurs problèmes. Le brain drain, c'est que oui, effectivement, les jeunes diplômés s'en vont, mais ça appauvrit aussi la force de travail locale. Donc ces grandes entreprises qui veulent venir s'implanter, ben, finalement, c'est une opportunité en moins pour elles. Donc on va parler des travailleurs étrangers. Alors je sais que ce chiffre va vous faire réagir. Effectivement, c'est le chiffre officiel. Il y aurait 44 000 travailleurs étrangers à Maurice. Très certainement, avec les différents programmes, les différents statuts, on peut estimer le double, mais aujourd'hui, selon les statistiques officielles, on va rester sur une population d'environ 40 000. Alors, ces travailleurs étrangers, qu'offrent-ils aux entreprises mauriciennes? Forcément, un coût salarial plus bas et surtout une flexibilité dans le travail, c'est-à-dire qu'ils vont accepter des longues heures de travail, des agendas chargés, travailler en week-end, travailler en soirée. Donc, ça change la donne, et notamment par rapport à une jeune génération qui, elle, est particulièrement ambitieuse, ne va pas renier sa vie privée, son équilibre entre vie professionnelle et vie privée. On sait aujourd'hui dans le secteur hospitality que les jeunes ne veulent plus travailler le week-end, ils ne veulent plus faire les soirées. Donc voilà, on est face à ce challenge qui s'installe pour la jeune génération notamment. Et puis, ça instaure aussi un contexte dans le milieu du travail qui n'est pas simple, avec des difficultés culturelles et certaines frictions entre les salariés, notamment par rapport à la culture et à la barrière linguistique. Donc on va se pencher un petit peu sur les postes qui sont occupés. 20% des personnes actives sont des personnels de service. Donc c'est le majeur emploi qu'on va retrouver à Maurice, ça c'est important de le savoir. C'est vrai que vous allez avoir des chiffres qui vont vous paraître un peu bizarres parce qu'on a l'habitude avec nos clients et les gens qu'on reçoit ici, on a l'impression que pour faire
façon de vivre, c'est la façon de vivre mauricienne, mais pas du tout. Hein, on est vraiment dans un Ken Williams, dans un segment qui n'est pas forcément représentatif. On va retrouver à 16% ensuite les métiers qualifiés. Donc quand on regarde la différence hommes-femmes, ça devient intéressant. On va voir effectivement que les femmes sont plus nombreuses dans les professions intellectuelles, dans les professions libérales également. Donc on peut noter une capacité dans les études ici. On va les retrouver nettement plus également dans les emplois de type administratif. Par contre, au niveau managérial, elles ne représentent que 31% des managers. Donc on voit une capacité qui mériterait peut-être être un peu plus exploitée de ce côté-là. Alors, par rapport à ce contexte, qu'en est-il du moral des troupes, hein? C'est quelque chose qu'on mesure régulièrement, l'état mental des individus. Donc là, on s'est focalisé sur celui des employés. Il est plutôt bon, puisque sur une note sur 10, la moyenne est de 7, donc on estime qu'on a un état mental qui est plutôt bon, mais si on regarde dans le détail, donc moyenne 7, il va être plus bas chez les femmes, chez les jeunes. Par contre, les plus âgés se sentent vraiment bien avec 7,7. On voit aussi les familles avec enfants, un état mental plus bas, 6,6. Donc on commence à voir ici des différences entre ces différents groupes. On questionne aussi régulièrement sur l'inquiétude, donc déjà par rapport à son avenir personnel. Et vous voyez ici que c'est vraiment fragmenté, un tiers. Donc on a un tiers de très inquiet, un tiers de moyennement inquiet, et un tiers qui n'est pas forcément, qui est plutôt confiant, on va dire. Et et on voit un état mental qui semble vraiment corrélé. C'est-à-dire que plus on est confiant et mieux on se sent dans sa tête. Et à l'inverse, plus on est inquiet et plus l'état mental est noté de manière basse. On va remarquer que ceux qui cherchent de l'emploi sont largement plus inquiets. On mesure également l'inquiétude par rapport, de manière générale, ça veut dire quoi? C'est par rapport à l'avenir du pays. À l'économie, oui. Alors pour ceux qui nous suivent, c'est quelque chose qu'on mesure 3 fois par an dans l'indice de confiance. Alors généralement, après les élections, waouh, ça remonte. Là, c'est pas... Oui, ça a remonté un petit peu, puisque depuis le Covid, c'était la chute vraiment très raide. Mais on a quand même 43% qui se disent très inquiets. Très inquiets pour l'avenir de manière générale du pays et l'économie. Donc bon, le moral n'est pas au beau fixe. L'état mental est moins corrélé ici. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez général. C'est seulement un quart qui se dit confiant pour l'avenir du pays. Comment expliquer cela? Cette inquiétude, cet état mental, c'est vrai qu'on est dans une société où les difficultés économiques sont claires, dues à l'inflation, même si les salaires ont été augmentés, ça reste assez difficile pour les foyers de finir les fins de mois et on est tout le temps en train d'équilibrer son budget. Et puis, vous voyez, la tentation, à peine dans un rayon de 5 km, je pense qu'on n'a pas moins de 5 centres commerciaux ici. Donc, la société de consommation s'est installée à Maurice en 20 ans, mais de manière très rapide, et c'est devenu un style de vie, c'est devenu un loisir. Donc ça crée des aspirations, notamment pour les jeunes, qui ne veulent pas du tout ne pas faire partie de ça, ça fait partie de leurs aspirations, de leur vie, on peut les comprendre. Et donc ça crée des frustrations, des tensions, et d'où cette inquiétude également, et encore une fois, imaginez, comme je vous disais, le style de vie dans le centre et le style de vie côtier est très différent. Donc ça crée des écarts entre les différentes catégories socio-professionnelles et les différents styles de vie qui sont de plus en plus importants. De mémoire, on a un écart de salaire qui est de plus de 300% entre un CSP de catégorie basse et un privé. Donc c'est des styles de vie qui n'ont rien à voir. Mais l'offre, elle est là, partout, présente.
Donc voilà pour ce contexte et comprendre que ça change, qu'on est en transition, les faits le montrent, les chiffres, la démographie. Maintenant, on passe dans le cœur de notre sujet, le travail. Donc comment travaille-t-on à Maurice? Est-ce qu'on est régulier? Est-ce qu'on reste? C'est un vrai problème aujourd'hui dans les entreprises. Il faut savoir que plutôt oui. 50% sont en poste depuis plus de 5 ans. Et entre 1 et 50, 31%, donc ça veut dire que ça fait 8 répondants sur 10 qui sont en poste depuis plus d'un an. Donc oui, on a tendance à rester dans une entreprise, plus particulièrement pour les hommes et les plus âgés. Les hommes plus âgés sont assez heureux de leurs conditions et de leur situation. Si on s'intéresse, c'est normal, pas mal d'opportunités, on va dire. Si on s'intéresse aux plus jeunes, c'est 35% d'entre eux qui ont changé de poste plus de 3 fois ces dernières années. Donc là, on voit déjà un style professionnel, de carrière complètement différent. La transition, elle est là, elle est claire, elle est évidente. Ça a pu relever dans le qualitatif le job hopping. Donc effectivement, on va bouger de poste très facilement. Pourquoi? Eh bien parce que ça va être d'abord pour des ambitions personnelles, financières, pour avoir une progression professionnelle. On trouve ça dynamique. On cherche son job de rêve, parfois on est déçu, c'est pour ça aussi qu'on va changer. Mais on les connaît, ces jeunes Z, moins de 25 ans, à Maurice, ils sont aussi très souvent dans le foyer familial. Donc finalement, l'emploi, c'est presque de l'argent poche, j'ai envie de dire. Même s'ils contribuent au foyer, ils ont cette capacité à pouvoir changer du jour au lendemain. Et c'est quelque chose qui va se faire très facilement. Par contre, il y en a quand même certains qui vont rester. Dans quelles conditions? Quand ils sont face à un changement important dans leur vie, mariage, enfants, ils aiment ce qu'ils font, le salaire leur convient, la culture d'entreprise leur convient. Ça, ce sont des critères qui vont les faire rester. Alors, comment s'est vécu ça de la part des vieux? Je rentre dans le segment sans problème, c'est pas très sérieux, ils ne savent pas gérer le stress, il faudrait un peu qu'ils soient un peu plus matures, etc. C'est une nouvelle façon d'aborder la vie. Et c'est vrai que quand on a fait ce Market Intelligence sur la génération Z, je pense que la crise de Covid les a vraiment impactés durablement, parce que tous leurs projets universitaires, tout s'est effondré du jour au lendemain. Et n'étant pas encore entièrement finis, ils savent que ça peut arriver, donc ils préfèrent vraiment vivre et apprécier chaque jour l'un après l'autre. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, je vais vous donner un chiffre qui ne va pas vous plaire, mais il faut rester réaliste. 8 répondants sur 10 pensent que le travail reste un moyen de gagner sa vie. Alors bon, nous, là, il y a beaucoup de corporate, on parle du purpose, du sens dans le travail, des valeurs partagées. Alors oui, mais j'ai envie de dire, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Il ne faut pas oublier qu'on travaille pour la rémunération. Mais par contre, c'est la porte à une qualité de vie. On va voir ça dans le détail. Source de fierté, 12%. Sauf pour les cadres, où ça va être 29%. C'est la seule différence parmi les groupes d'âge, de CSP, de profession qu'on peut trouver. Effectivement, il semblerait que quand même le statut de cadre soit un statut symbolique qui plaise à Maurice. Donc, oui, l'argent fait le bonheur. On peut le dire. Pourquoi fait-il le bonheur? D'abord, vous l'avez compris, dans le contexte d'inflation, d'aspiration dans une société de consommation, il faut survivre, il faut manger, il faut faire rouler sa famille. Donc d'abord, c'est ça. Ensuite, ça va nous permettre aussi d'accéder à ce confort, cette qualité de vie, avoir une voiture, avoir une maison, même si c'est relativement facile à Maurice, on a tous hérité d'une maison, vu le nombre d'enfants.
Et puis, ensuite, c'est également la réalisation et le développement personnel. Hein. Donc là, vous voyez, hein, vous me suivez, on monte les étapes de la pyramide de Maslow. Et, point quand même important, c'est l'ambition et le statut social. Hein. On affiche une position qui plaît. Qu'en est-il de la satisfaction? Donc, on travaille pour gagner sa vie, mais est-ce qu'on est content? Ben oui, plutôt. C'est plus de 1 sur 2 employés qui va noter à plus de 7 sur 10 sa satisfaction au travail. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde? On s'est posé la question. Et vous allez remarquer, sans grande surprise, que ça va être moins vrai pour les femmes et les jeunes, encore une fois. Donc on a ici clairement 2 segments de travailleurs qui n'ont pas la même perception et la même satisfaction au travail. On leur a demandé, quand vous allez choisir votre emploi, quels sont pour vous les critères les plus importants? Et là, vous allez me dire, le salaire. Pas complètement. D'abord, c'est ce fameux équilibre entre vie privée et professionnelle. Effectivement, et c'est quelque chose qu'on avait vu chez les jeunes dans l'étude de Gen Z, ils veulent pouvoir rentrer chez eux le soir, faire du sport, faire autre chose que travailler. Passer de longues heures de travail, c'est plus sexy, hein, c'est pas ce qui va les intéresser. La sécurité de l'emploi, un deuxième critère. Et enfin, le niveau de rémunération. Donc vous voyez qu'on est quand même dans un mouchoir de poche. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on a 3 critères qui sont essentiels pour embaucher quelqu'un et qu'on doit mettre en avant, il me semble, qu'on veut recruter. C'est que finalement, on veut s'assurer de gagner sa vie et d'accéder à cette qualité de vie, mais sur le long terme. Et je vous rappelle l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, donc autant y réfléchir. Donc, est-ce qu'on est bien payé? Tout ça, c'est une question de perception. Est-ce que vous diriez que vous êtes bien payé par rapport à votre emploi, votre position, vos compétences? Eh bien, c'est très partagé. C'est un tiers dit qu'il est bien payé, l'autre pas vraiment ou pas du tout. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Alors, c'est beaucoup plus vrai pour les cadres. Hein. Ils sont plus nombreux à se dire bien payés. Ils ont quand même ça paraît logique, mais ils ont cette prise de conscience, en tout cas, que leur salaire est correct et certainement meilleur. Donc, nous arrivons ici à un premier lien fort qui est fait dans le monde du travail entre rémunération et satisfaction au travail. C'est quelque chose qu'on sentait, mais les chiffres le montrent. Vous avez ici la barre bleue qui est la part des satisfaits qui se disent bien payés. Effectivement, quand on pense qu'on est bien payé, on est beaucoup plus satisfait au travail. Donc la question du salaire va passer peut-être avant celle du sens. Là, ça vous concerne directement. On a demandé aux employés, selon vous, votre entreprise, elle devrait s'améliorer sur quoi? Les 3 premiers points qui sortent, très intéressants, très surprenants. Le premier point pour quasiment 60%, 2 tiers des répondants, c'est la communication interne. C'est la clé de la communication. Hein. On voit qu'on est aussi dans un milieu qui est très humain. Hein. Vous voyez, on rentre dans une porte d'entrée fonctionnelle, l'argent, mais derrière, c'est vraiment des comportements humains, des relations à privilégier. N'oubliez pas le premier critère, la qualité de vie, l'équilibre, vie pro, vie perso. Donc la communication. En deuxième, reconnaissance et valorisation. Et en troisième, flexibilité et adaptabilité. On ne peut plus considérer aujourd'hui un employé comme quelqu'un qui remplit une tâche. C'est un individu à part entière, il faut l'écouter, il faut l'accompagner, il faut peut-être le supporter dans les différentes étapes de sa vie. C'est ce qu'on peut dire ici entre les lignes. D'autant plus quand on voit que le manque
de valorisation est la première raison pour quitter une entreprise. Et on voit, donc c'est 56%, ceux qui vont quitter une entreprise, ça va être la première raison. Et chez les jeunes de moins de 25 ans, c'est 64%. Donc c'est encore plus important pour eux. Alors, vous imaginez qu'on a du mal à comprendre leur comportement, à les accueillir. Et si en plus on est un petit peu nerveux, voilà, ils vont vite prendre la porte. Et ça passe devant une charge excessive de travail. Donc effectivement, considérer l'humain, on va voir que c'est une façon de le retenir et de l'engager. Mais pas seulement. Donc les autres sources de frustration qui ont pu être détaillées dans le qualitatif, là vous savez, dans le quali, dans les entretiens, on va au fond des choses et ils ont vraiment eu beaucoup à dire. Ces entretiens n'ont pas duré moins de 2 heures chacun. Donc la hiérarchie est une grosse source de frustration, le micromanagement, être sur la tête de ses salariés, la méritocratie, le manque d'opportunités de progression. On est souvent dans des entreprises assez verticales, il faut attendre que quelqu'un parte pour avoir une place, ou alors c'est réservé à un cercle familial ou un cercle communautaire. Donc c'est beaucoup de frustration. Un sentiment de discrimination qu'on va retrouver souvent dans la fonction publique, mais aussi dans la fonction privée. Il ne faut pas se voiler la face, on est sur une île. Le communautarisme est une vraie question ici, et c'est ressenti. Hein, je vous le dis là, de la voix des employés, c'est vraiment quelque chose qui est ressenti. Autre source de frustration, des retards dans les payes pour les freelancers, hein, encore un manque de considération, de valorisation. Et puis, peut-être pas les meilleurs exemples, hein, mais dans l'organisation, le caractère imprévisible des agendas, les gens ont envie de se projeter, de prendre leurs vacances, de pouvoir savoir que s'ils font une activité, ils peuvent y aller. Autant de choses à respecter. Bon, là aussi, je vais sûrement casser un mythe. Qui fait du work from home parmi vous? Pas comme ça. Bon, c'est 64%, 7 employés sur 10 qui n'en font jamais. On a l'impression que c'est une pratique de plus en plus répandue, mais pas du tout. En fait, oui, c'est un privilège, j'ai envie de dire, pour une certaine catégorie. Par contre, on voit que ceux qui en font sont nettement plus satisfaits que ceux qui n'en font jamais. Donc, on voit ici un levier d'action, hein, dans cette qualité de vie. Pourquoi pas? Quelque chose à garder de côté. Et j'ai envie de dire... work from home, tiennent en tête. Hein. Je pense là aux employeurs et aux RH. On va tout faire. Alors on est allé plus loin à explorer ça pour comprendre qu'est-ce qui pourrait leur plaire. Tout le monde se dit d'accord sur avoir des horaires flexibles. Ils le préfèrent. Quand je dis tout le monde, hommes et femmes en majorité. Par contre, on remarque ici que les femmes sont plus nombreuses à vouloir des horaires fixes. Donc ça nous a questionné, on est allé creuser ça. Ensuite, on a demandé à ceux qui étaient prêts à quitter leur entreprise, si on leur proposait une semaine de 4 jours, est-ce qu'ils resteraient? 71% disent oui. Donc on voit bien ici cet équilibre vie pro, vie privée. Donc finalement, si on agit sur le temps libre, sur le temps privé, oui, ils seraient prêts à rester. Ça confirme bien ce qu'on a dit, et puis ça va vous faire rire. Mais la semaine de 4 jours, comment on la voudrait? Alors les plus âgés, ils veulent bien moins d'heures, mais gagner pareil. Et c'est encore plus vrai pour les plus de 45 ans à 77%. Donc la semaine de 4 heures, mais là où on a un détail intéressant, c'est que les plus jeunes, ils sont prêts, pardon, la semaine de 4 jours, pas de 4 heures, ça vient. Ils sont prêts à faire de longues heures sur 4 jours. Ça les dérange pas. Cette flexibilité-là, vous voyez, et c'est ça hein, qu'il va falloir comprendre et optimiser. Donc oui, je vous disais, on est allé creuser. Pourquoi les femmes, elles sont plus nombreuses à vouloir des heures fixes? On s'est dit, qui travaille le plus à la maison?
vous l'avez demandé un peu, donc vous avez plusieurs rôles. Ceux qui se disent pas du tout impliqués, le rôle de care pour toute la famille, et le rôle financier. Et clairement, ceux qui sont le moins impliqués à la maison sont les plus heureux au travail. C'est vraiment leur terrain d'épanouissement. Donc on a voulu mettre des chiffres, hein, c'est des formations professionnelles là-dessus. Donc on a trouvé, effectivement, le travail invisible a été mesuré par Statistics Mauritius. En moyenne, le travail donc invisible, c'est-à-dire à la maison, hein, c'est pas seulement une tâche ménagère, mais c'est faire tourner ce foyer. Sur une moyenne pour les femmes de 25 à 59 ans, ça va être 5,3 heures par jour contre 1,8 heures pour les hommes. Donc on est clairement ici sur une double journée et on peut comprendre pourquoi ils vont rechercher plus la proximité du lieu de travail, des horaires un peu plus fixes, parce que la journée n'est pas finie. C'est quelque chose qu'on sait, mais là on peut clairement voir ce que ça représente dans une journée. Bon, on va parler de vous un peu plus en détail. Les managers, est-ce que vous êtes des bons managers? On a demandé aux employés de vous évaluer sur les différentes qualités d'un manager. À votre avis, et comment le résultat? Alors, la note, elle est sur 7. Une moyenne de 4,3. C'est médiocre. Ben oui, c'est médiocre, hein, on peut faire beaucoup mieux. Ah, avant de te pointer du doigt, là, cette Gen Z insupportable, qui ne s'engage pas, qui part très tôt, ben, on a peut-être aussi des choses à améliorer de notre côté. Donc, vous voyez les différentes compétences. Hein. Donc, allez, on va commencer par là où on est les moins bons. Motivation, inspiration, gestion des conflits et tensions, 4,2 sur 7. Retour régulier, écoute active, transparence et honnêteté, équilibre entre supervision et autonomie, développement des compétences. Je ne peux pas en trouver une où on peut se dire là, ça c'est une caractéristique du manager, mais on peut s'améliorer partout. Donc, comment? Il faut commencer par quoi? On a demandé aux employés, un bon manager, c'est qui? Eh bien, c'est celui qui d'abord va donner de l'autonomie et de la confiance aux collaborateurs, à 51%. Et on remarque, fait intéressant, on ne peut plus traiter tout le monde de la même façon dans l'entreprise. Pour les moins de 25 ans, c'est seulement 43%. Donc ils ont besoin de ce cadre, de ces feedbacks réguliers. On va retrouver ensuite, par contre, le caractère motivationnel et inspiration, qui lui est beaucoup plus élevé chez les moins de 25 ans. Donc ils ont besoin de cet accompagnement, d'être pris par la main, donc il faut prendre le temps. Les plus de 45 ans vont préférer quelqu'un qui va les intégrer dans les prises de décision. On collabore, on se sent au même niveau. Ensuite, un bon manager, c'est celui qui va donner des consignes claires, qui va collaborer sur les décisions. Vous voyez, la communication, elle est aussi là. On ne peut plus voir ses collègues comme des gens qui viennent dans son bureau réaliser des tâches. Il faut parler, il faut partager. Et les feedbacks sont essentiels et demandés de manière très régulière. Ça peut être dans les réunions mensuelles, hebdomadaires, voire même pour les plus jeunes et pour les femmes, après des tâches, des feedbacks directs. Ils sont en demande. Et n'oubliez pas que la valorisation, qui est le premier critère pour lequel on quitte une entreprise, elle est là aussi, la valorisation. C'est considérer l'autre en face, lui donner un feedback, c'est de la considération, c'est de la valorisation quelque part. Parce que parfois c'est moins bon, on peut s'améliorer, mais parfois c'est bon et il faut le dire. Donc, on a été au fond de l'esprit créatif et Safia. Les green flags, les red flags du manager. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce schéma, si vous aimez contrôler, vous êtes perfectionniste, vous aimez gérer chaque détail,
quitte à devenir un peu colérique parfois, et les mots dépassent votre pensée, hein. N'hésitez pas à vraiment imposer votre point de vue, à prendre les décisions un peu comme ça à l'intuition. Vous êtes un très mauvais manager. Par contre, si vous avez les autres qualités, ben bravo, hein, on continue, et surtout on forme les autres dans l'entreprise. Parce qu'il y a du boulot. Donc, que peut-on dire ici? Et on le prouve avec la corrélation avec la satisfaction, c'est que le management et la satisfaction au travail, entre les deux, il y a vraiment un lien fort. Donc, un bon manager va faire que vous êtes satisfait dans votre travail et que vous allez rester. Rémunération, management, ok, on avance là, dans ce challenge de recruter et surtout garder. Déjà, il faut les trouver et en plus, il faut les garder. Alors, justement, comment les garder? On est allé explorer ça pour voir qu'est-ce qui pourrait créer un lien entre l'entreprise et l'employé. Un champ, honnêtement, sur lequel il y a encore beaucoup de recherches à faire, notamment pour les moins de 25 ans. Donc, on a pu voir que ceux qui étaient le moins satisfaits par leur emploi étaient ceux qui voulaient quitter Maurice, hein, carrément, hein, l'herbe sera plus verte ailleurs. Et je dois dire que toutes ces dernières années, même le Covid n'a pas arrêté cette vague, voire elle a amplifié vers le Canada, vers l'Europe en fait. Quelque chose qu'on retrouve constamment. Donc, pas satisfait, on veut partir à l'étranger, ou alors, on le voit ici, on veut carrément quitter son emploi. Par contre, si on est satisfait, on va être plus, on aura plus de chances de rester. Donc on peut le dire ici que l'envie de rester et la satisfaction sont très liées. Ça veut dire que oui, il faut prendre en considération et mesurer régulièrement la vie de vos salariés. Est-ce qu'ils sont heureux au travail? Parce que plus ils vont être heureux et plus vous allez améliorer cette mesure, et plus vous avez de chances qu'ils restent. Donc on s'est dit comment aller créer ce lien et les rendre un peu plus heureux. On a remarqué dans l'étude que les employés qui partageaient les mêmes valeurs que leur entreprise étaient plus satisfaits. Là on est sur une piste. Vous avez vu, hein, au début, j'ai oublié le sens, mais on y revient au final. Effectivement, si on partage les mêmes valeurs, on est plus satisfait, mais on va remarquer malheureusement, c'est beaucoup plus vrai pour les plus âgés. Les jeunes, on va les voir ici, c'est eux qui sont les plus nombreux à dire que vraiment les valeurs de leur entreprise ne leur parlent pas. Donc voilà un champ de recherche qui s'ouvre. Qu'est-ce qui leur parle? On a trouvé ce chiffre vraiment intéressant et comme une piste d'action également, c'est-à-dire que c'est presque 9 employés sur 10 qui aimeraient que son entreprise s'implique dans les causes qui lui tiennent à cœur. Vous voyez où je veux en venir, hein? Valeurs, causes, donc on passe du partage de valeurs à l'action aussi. Pourquoi ne pourrait-on pas relier les deux pour créer ce lien? Et c'est effectivement quelque chose de culturel à Maurice, puisque actuellement, cette étude, c'est déjà un employé sur 2 qui fait du bénévolat, particulièrement chez les plus âgés. Chez les moins de 25 ans, c'est 1 sur 3. Donc on a un champ ici, déjà, une propension à vouloir donner de son temps pour des œuvres, pour des actions, pour les autres. Et on a pu mesurer que ceux qui font du bénévolat, ils sont beaucoup plus heureux au travail. On est encore une fois dans l'humain, dans le partage, dans l'échange, et figurez-vous qu'ils sont moins inquiets pour leur avenir personnel. Donc on arrive ici effectivement sur un lien, sur une piste de rétention, d'engagement des salariés
Donc vous avez compris les critères qui sont la rémunération, la considération. Et puis après, aller un petit peu plus loin, des valeurs c'est bien beau, on fait tous du corporate communication, mais il faut encore les transmettre et puis passer à l'action ensemble. Et c'est ce qui va lier les gens et très certainement les engager. Même si le travail reste à faire pour les jeunes. Donc on arrive à la fin de cette présentation, c'est un extrait, je vous rappelle. Mais si on devait dire en 6 points qu'est-ce qu'on retient de cela, c'est qu'effectivement on est sur un marché de l'emploi en pleine transition. L'offre et la demande ont de plus en plus de mal à se rencontrer. L'anxiété, elle est là, elle est palpable. Et puis on a des différences de traitement avec, pour les femmes, les plus jeunes. Je ne dis pas qu'ils sont traités différemment, mais en tout cas ils sont moins heureux au travail et ils ont un état mental plus fragile. Le rapport au travail, il est fonctionnel, certes, mais c'est la porte d'entrée vers une meilleure qualité de vie, vers un épanouissement personnel et un accès au confort. Donc c'est indispensable quelque part. Mais il ne faut pas oublier ce caractère très fonctionnel. Communication, reconnaissance, flexibilité. Assurez-vous de proposer cela à vos employés pour les motiver à vous rejoindre. Parce que ce sont les 3 premiers critères. Alors j'ai envie de dire, pour certaines entreprises, c'est un grand écart. C'est le changement. Il va falloir le faire. La flexibilité, le work from home, ce sont des pistes d'amélioration vers cette qualité de la vie, vers cet équilibre vie professionnelle et privée. Mais attention, dans le respect de la double journée de madame et puis de monsieur qui ne va pas vouloir alourdir sa tâche davantage. Les managers, on attend d'eux beaucoup d'efforts. J'ai envie de dire, là, ça met les coachs vont avoir du ça met la pression sur eux. Je pense qu'il y a pas mal de formations qui vont devoir se faire. Donc, parce que c'est trouver un équilibre d'encadrement, de communication, de motivation, et puis une approche participative, une écoute active. Donc, il y a du boulot. Mais on peut finir finalement en se disant que, bien que si la satisfaction, elle va encourager les gens à quitter l'entreprise, à quitter le pays, il y a de l'espoir dans le partage des valeurs et dans les actions, qu'elles soient sociales, environnementales, des actions qui peuvent être portées par l'entreprise et par les salariés. C'est effectivement un champ à exploiter pour recruter et retenir. Donc si on devait conclure tout ça, on pourrait dire qu'effectivement, le lieu de travail idéal, il doit agir sur 3 points. Un environnement de travail agréable, où il y a effectivement une culture, c'est motivant, il y a de la communication, de l'entente. Des avantages concrets par rapport à notre vie professionnelle, mais aussi personnelle. Est-ce qu'on a une famille? Est-ce qu'on a besoin de soutien au niveau de l'assurance? De passer les grandes étapes de la vie. Vouloir garder des salariés très longtemps, ça veut dire qu'il faut les accompagner selon leurs différents challenges. Et enfin, au niveau de la carrière, vous l'avez vu, on a besoin de savoir où on va. Si on est dans une société où il n'y a aucune évolution, ça ne va pas être très intéressant. Donc, voilà, on peut retrouver ces 3 points ici de manière un peu plus détaillée. Donc peut-être sur les opportunités de carrière, effectivement, le plan de carrière clair, le développement des talents, les formations. On a vu aussi que ceux qui faisaient de la formation étaient plus satisfaits. Et ceux qui n'en faisaient pas, mais leurs collègues en faisaient, étaient vraiment pas satisfaits. Donc vous voyez, ces questions de perception d'injustice, de discrimination, c'est quand même très important. Donc ils sont OK, notamment les jeunes aussi, pour être évalués, cadrés, évalués et progresser comme ça. Donc bon, on a du boulot devant nous. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Merci en tout cas de votre